Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les trois au cinéma. Bonjour Arthur, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Bonjour. Et nous avons vu beaucoup de films, beaucoup. Donc, Arthur, un bon film. Arthur, un bon film. Un bon film. Cette semaine, il y a donc 3 films intéressants qui sont sortis, en tout cas qui paraissaient intéressants. Le premier, c'est Red Sparrow, donc un film d'espionnage. Oui. Donc c'est les Lawrence, vous savez, ce duo qui avait fait le succès de la trilogie Hunger Games avec Francis Lawrence derrière la caméra et Jennifer Lawrence devant la caméra. Oui. Et donc ils reviennent cette semaine avec un film d'espionnage au parfum un peu de guerre froide. Oui. Et donc c'est l'histoire de Domenica, qui est une ballerine, danseuse. une étoile montante des ballerines moscovites, et qui malheureusement, après une chute et un tibia en angle droit, est contrainte d'arrêter sa carrière, et se retrouve un peu malgré elle, embauchée et formée par son oncle espion pour devenir moineau. Et moineau, c'est une sorte de version djihadiste des espions russes. Vous virez la ceinture d'espionnage, vous rajoutez le décolleté. Voilà, c'est l'atout charme qui va qui va tout donner pour sauver sa patrie. Est-ce que vous vous rendez compte? En gros, elles sont là pour coucher avec l'ennemi et lui tirer des renseignements. Schématisons un peu. C'est à peu près Non, ça. mais j'aime bien qu'on nous compare à une ceinture d'explosifs. Je trouve que c'est... Sinon, je parlais des moineaux. Elles sont formées par ça. Justement, dans le film, il y a une demi-heure de formation qui est faite par Charlotte Rampling, c'est ça qui est intéressant, et qui forme justement ces jeunes femmes et ces jeunes hommes dans la tension sexuelle. C'est-à-dire que tout repose là-dessus, et donc la Domenica va devenir une moineau experte parce qu'elle arrive, par son charme et ses atouts, à faire succomber n'importe qui, à faire parler n'importe qui. Ouais. Et donc son objectif, et sa mission, qu'elle ne peut pas refuser, c'est d'aller essayer de dénicher un agent infiltré de la CIA à Moscou. Donc l'ouverture est vraiment splendide. En 2 montages parallèles, il nous montre les destins croisés de l'agent et de la moscovite. C'est spectaculaire, c'est hyper efficace. C'est une mise en scène parfaite et très belle qui montre un peu toutes les différentes couleurs de Moscou. Malheureusement, la promesse s'envole assez rapidement et le film va naviguer pendant les 2h20, donc c'est un film assez long, entre le vintage un peu sympa et le démodé un peu chiant. Quand je parle de démodé un peu chiant, c'est par exemple les acteurs qui parlent avec un anglais et avec un accent russe un peu bidon. Je veux dire, même Sean Connery dans La poursuite d'Octobre Rouge avait appris le russe pour jouer. On m'a dit que c'était très cruel, il y avait des scènes Alors voilà, insoutenables. ce qui est intéressant, c'est qu'il assume sa noirceur, il assume son film d'adulte, qui est en fait film d'espionnage et un peu thriller érotique, et donc il y a des films très trash, il y a du cul, il y a du sang, il y a des scènes de torture, mais c'est assumé, et pour le genre, c'est pas désagréable. Le problème, c'est que ça ne suffit j'aime pas. autant qu'on le dise pour que... Oui, non, mais il assume, c'est un film d'adulte. C'est un film d'adulte, il l'assume en tant que tel. Et pas n'importe quels adultes. On a tellement vu de films d'espionnage qui étaient un peu ironiques, un peu qui sont des bons films. Là, c'est du sérieux. C'est dur, c'est triste. On va essayer de créer une empathie pour que vous souffriez avec les acteurs. Bon, le problème, c'est que ça ne masque pas les faiblesses narratives. Après, ce qui est intéressant dans le film d'espionnage, c'est que c'est un genre qui se nourrit de lui-même. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à se faire trimballer, à avoir des twists à la fin, qu'on est pendant le film complètement, c'est-à-dire des changements de direction et une fin qu'on n'attendait pas, un retournement de situation. Mais en français, ça va très bien aussi. Oui, si vous voulez. Merci. Ça peut aller aussi en français. Ce qui fait que pendant le film, en fait, on est un peu complotiste, un peu parano, et tout ce qui nous paraît invraisemblable ou vraisemblable, on ne croit pas. Oui. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on dure pendant 2h20 sous tension parce qu'on ne croit pas ce qu'on nous raconte, même quand c'est assez simpliste. Après, bon, voilà, ce que je vous ai dit au début, c'est que le moineau, c'est l'atout charme, et c'est vrai que Jennifer Lawrence pourrait faire convertir n'importe qui au soviet. Elle est très belle. Moi, j'avais l'impression, en voyant la bande-annonce de ce film, de voir un peu la mémoire dans la peau, numéro 2 en version féminine. Tiré du roman de Robert Ludlum. Oui, tout à fait. C'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Non, en fait, c'est classique, limite académique. Il ne se passe pas grand-chose. Mais Francis Lawrence sait faire. Honnêtement, la scène d'ouverture est vraiment merveilleuse. Et après, bon, voilà, c'est un film d'espionnage de bonne facture, de bonne qualité. C'est pas un grand film, ça va pas rester dans les annales. Très bien présenté. Mais moi, ce que je trouve assez savoureux, c'est la version, parce que finalement, il y a une histoire à la Nikita. C'est-à-dire, Nikita, c'était la junkie on lui met un deal sur la tête en disant, soit tu vas en prison, soit tu deviens une espionne, et en gros, tu apprends à tuer tout le monde, parce que c'était un petit peu ça. Ouais. Mais là, c'est la version ballerine russe. Ce qui est un petit peu mignon, c'est, bon, vous êtes danseuse étoile ou prochaine étoile, vous cassez la jambe, bon, aujourd'hui, on dirait, c'est pas grave, tu vas devenir prof de sport, tu vas devenir boulangère. Eh ben non, tu vas devenir tueuse professionnelle et prostituée de luxe au service de ton pays. C'est vraiment une reconversion basique à la portée de tout à chacun. Maxime, vous êtes allé voir un film dont on parle beaucoup, Le Collier Rouge. On en parle beaucoup en mal et on a raison. Parce que c'est un film... C'est dommage, parce que Becker, c'est pourtant un grand cinéaste. Oui, il n'a pas souvent raté son coup. Mais enfin, si.
Enfin, en l'occurrence, Oui. si. Alors, c'est l'histoire d'un type qui est joué, donc on est en 1919, le type est un héros, nous dit-on. En tout cas, on comprend qu'il est médaillé De au la retour de la Grande Guerre. Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, voilà. Et puis, le film commence au moment où ce type est en prison, il est retenu, son chien aboie, arrive un juge qui est joué, donc le type en question c'est Nicolas Duvauchel, et le juge est joué par, assez bien d'ailleurs, Cluzet. Et on va aller découvrir l'intrigue, pourquoi ce type est-il en prison. Le juge va-t-il être le méchant juge militaire, bien entendu, ou va-t-il être dans la compréhension? Et en fait, en filigrane, le message c'est quel est le sens de la guerre, donc avec une critique de cette guerre qui est méchante, et puis les planqués, et puis les machins. Bon, pour moi, c'est très longué, avec des messages un peu déjà vus. C'est relativement bien joué. Je trouve Nicolas Duvauchel meilleur que ce qu'il a fait d'habitude. Mais d'habitude, je le trouve très mauvais. Là, je le trouve gentiment moyen. Et évidemment, le juge qui est joué par Cluzet est beaucoup mieux. Mais enfin... Et ce qui m'étonne dans ce film, c'est que j'ai cherché par tous les critiques pour voir un peu l'histoire, et je n'arrive absolument pas à cerner. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire dans ce film. Il n'y a aucune histoire. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines, je ne me rappelle pas du film. Ça tient sur une ligne. C'est en effet un type qui a fait un truc qu'on ne sait pas trop et qui va être jugé par quelqu'un qui a l'air plutôt sympa. Et il s'en compte de flashbacks sur un passé qui est complètement inintéressant. De mémoire, la fin, le type est emprisonné pour un truc très con. Et dedans, il y a une histoire de fausse tromperie. Donc le type, en fait, devait retrouver sa femme et la retrouve pas parce qu'il la soupçonne d'eux. Et ça se limite à ça. C'est chiant comme la pluie. Moi, je trouve que tu es sympa avec Duvauchel parce que je le trouve mauvais comme un cochon, comme à son habitude. Et même Cluzet, je le trouve insipide. Mais pour revenir sur votre phrase du début, Becker est nettement moins grand cinéaste que son père. Et hormis ses 2 premiers films, depuis, il patine un peu et ronronne, quoi. Il s'est un peu embourgeoisé dans son cinéma. Le Bonheur est dans le pré était formidable. Celui d'après, je ne me rappelle plus très bien, mais du titre était pas mal. Mais après, c'était quand même des films un peu chiants, quoi. Et là, il est nettement moins talentueux que son père, qui a fait Le Trou, qui a fait ses films formidables. Pour vous, peut-être chiant, pour les gens de ma génération, c'était une assurance de bonheur que d'aller voir un film de Becker, fils. Donc, Mais là, moi, je trouve qu'il est passé un petit peu aux côtés de son histoire, et même dans la façon dont il fait le film, parce qu'en fait, l'histoire aurait pu être mieux traitée. En plus... Bon, on va on continuer, est après la guerre, on sort on a plein de de films, tous les on a plein de films. Vous êtes allé voir, je vais parler de la finale, parce que c'est un film gay, sur un sujet dramatique, puisque c'est l'histoire d'un adolescent, d'un grand ado, dans un pavillon de banlieue à Lyon, qui se retrouve avec la garde de son grand-père, Thierry Lhermitte, qui a Alzheimer. Et ça tombe très très mal parce que le garçon doit aller participer à un championnat junior de basket sur lequel il fonde beaucoup d'espoir. Mais c'est son père et sa mère le plantent là, seul avec ce grand-père qui ne connaît pas puisque famille contemporaine oblige. Il était là le jour de la naissance. Mais après, les liens se sont distendus. Et comme le dit Thierry Lhermitte, je ne suis pas venue, mais je n'ai jamais été invitée. Alors, c'est très beau parce que ce personnage... c'est vrai que Thierry Lhermitte est beau et sympathique et... dans ces maladies-là, si vous voulez, il y a toujours un moment où la personne en question dit quelque chose de vrai. Ce n'est pas le trou noir tout le temps. Ce n'est pas en tout cas, pas au début. La folie tout le temps. En tout cas, pas au début, vous avez raison. Mais donc cet homme va... alors, pour l'histoire, ils vont à Paris et il va y avoir une succession de gags monstrueux parce que l'ado, il n'a pas compris qu'un homme comme cela doit être surveillé comme le lait sur le feu, sinon... Il change de train, il change de quai, et il arrive des choses catastrophiques. Donc, le train de l'émission est très soutenu, drôle, et Thierry Lhermitte balance, du haut de sa maladie, des vérités extraordinaires, et du genre, dans une famille, on doit jouer collectif, ce que cette famille, en effet, ne savait pas faire. Et c'est très joli, c'est bien fichu, c'est très, très bien joué. Et c'est très authentique.
Thierry Lhermitte a beaucoup fréquenté des malades comme ceci pour faire son film. Et moi qui ai vécu 1 an avec un père dont l'esprit battait la campagne, je peux vous dire qu'on y retrouve d'extraordinaires réalités. Et pour résumer, si vous voulez, le père et la mère vont dans un établissement pour savoir s'ils vont pouvoir mettre cet homme. Et comment les traitez-vous demande la fille. Eh bien, madame, il n'y a rien à faire. Mais alors, comment faites-vous? Et il répond avec de l'humour. Et ça résume parfaitement le comportement que l'on doit avoir avec ces malades, ce qui permet finalement de sauver du désespoir et de continuer à profiter de l'existence de ces êtres qui ont encore des choses à nous dire et avec qui on peut parfaitement communiquer. Mais il faut beaucoup de temps et beaucoup d'amour, évidemment. Et il y a une scène qui rappelle Goodbye Lénine, vous vous souvenez, le fils qui ne veut pas que sa mère apprenne, qui était une enfant militante pour la Stasi et pour les soviets, il ne veut pas que sa mère apprenne que le mur est tombé et qu'il lui passe Et là, il se passe la même chose avec une autre finale, mais je vous laisse... En tout cas, on passe un très bon moment. Et il faut y aller avec les grands ados, parce qu'après tout, il faut leur apprendre comment gérer ce genre de situation. Ce qui leur arrivera peut-être. Comment gérer ce genre de situation. Voilà. La mort de Staline, pour rester chez les soviets. Alors, la mort de Staline, donc nous sommes le 2 mars 1953, et soudainement, un type meurt d'une attaque foudroyante. Et cet homme, c'est Joseph Staline. Il est entouré de sa garde rapprochée, et qui vont user de stratégies pour essayer de récupérer le poste de secrétaire général de l'URSS. Donc c'est un film d'un réalisateur britannique qui avait fait en 2009 In the Loop, pour ceux qui l'avaient vu, qui racontait la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis la veille de l'invasion en Irak. C'est une comédie à l'anglaise très grinçante, humour noir. Donc là on se retrouve un peu dans le même mode, c'est un peu les pieds nickelés au Kremlin, quoi. Et la bande-annonce avait l'air un petit peu burlesque. Alors, quand même. C'est le ton donné au départ. Donc c'est ces pieds nickelés-là qu'on retrouve en train de juger de stratégie pour briguer le poste. Et la première partie est vraiment maîtrisée, quoi. C'est-à-dire que il est porté par des excellents acteurs, notamment Steve Buscemi qui joue Khrouchtchev, qui se retrouve en pyjama pour essayer de récupérer le pouvoir. Il y a des scènes assez cocasses, assez marrantes. Et le réalisateur se met au service de ces acteurs. Et donc il arrive à jouer cette participation un peu burlesque et noire en même temps. Mais donc on s'amuse de ces coups de billard à 4 bandes foireux, de l'infantilité de ces personnages, mais le rire reste quand même furtif, quoi. Le film ne déclenche pas l'hilarité. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de rire de Staline, parce qu'il y a quand même quelques millions de morts derrière. Alors il assume ça, parce que dès le départ, il pose le sujet, on voit, alors toujours sur le ton de l'humour, mais on voit que c'est un État ultra-autoritaire, tyrannique, que le personnage est affreux, qui fait des listes toute la journée, d'ailleurs il change les listes pour buter les gens, finalement il enlève, il en remet. Donc voilà, on sait où on est. Mais il choisit le ton de l'humour anglais, qui est l'humour noir. Et malheureusement, voilà, je pense que justement il est un peu freiné par le sujet, et d'ailleurs dans la deuxième partie, il va choisir le chemin de la noirceur plutôt que de la bouffonnerie un peu cruelle. Donc ce qui était annoncé au départ, et au vu de son précédent film, finalement ça devient un peu sinistre, et moi je m'attendais à Non, parce qu'on peut traiter d'un sujet très dur avec de l'humour noir. C'est le principe de l'humour anglais, quoi. C'est l'humour noir. C'est-à-dire qu'on rigole d'un truc qui ne l'est pas. Après, on apprécie ou pas ce type d'humour. Mais il annonce ça et va pas jusqu'au bout. Donc moi, je m'attendais à ça. Et en effet, la bande-annonce annonce ça. Et malheureusement, on l'a pas. Donc on sourit plus qu'on ne rit. D'accord. La tête à l'envers. Alors, quand même bon film ou pas? Je me suis un peu ennuyé. Bon. Maxime, La tête à l'envers. Moi, un film dans lequel je me suis aussi un petit peu ennuyé, il faut le dire, c'est La tête à l'envers. Alors, c'est un film qui, grosso modo, reprend l'histoire d'un film français des années 80 qui était une époque formidable. Vous savez, Junio qui perd son job, qui n'ose pas le dire à sa femme, donc qui fait semblant, qui occupe ses journées. Finalement, son couple se disloque, il finit par vivre dans sa voiture. L'histoire est schématiquement la même, mais c'est un film autrichien. C'est fréquent, hein, ce sont des histoires vraies. C'est un film autrichien. Des gens qui perdent leur situation et qui ne veulent pas assumer ce fait et qui vont jusqu'à éliminer leurs parents et leur famille. Alors, là, il n'y a pas d'histoire de non, type-là. mais ça me rappelle une histoire. Effectivement, j'y suis allé parce que c'était un film autrichien et qu'on n'en voit finalement pas beaucoup. Donc là, c'est l'histoire d'un type qui est un critique
non pas de cinéma, comme nous, mais un critique de musique. Classique, bien entendu, extrêmement exigeant, grinçant, qui trouve que tout est mauvais, rien n'est jamais assez bon, etc. Donc le type quand même assez triste. Dans un journal, il se fait virer par le nouveau patron du journal et il n'ose bien entendu pas le dire à sa femme, qui elle est une psychologue, la quarantaine, en mal d'enfant puisqu'elle n'a évidemment pas d'enfant, et qui cherche le sens de sa vie, tout bonnement. Et donc, ce type va finalement un peu bourlinguer, retrouver... il va à la fête foraine, il retrouve un type qu'il a connu jeune, ils vont reprendre ensemble un grand 8, donc la tête à l'envers, et essayer de se venger. Mais comme le type est un peu un pauvre type, c'est-à-dire qu'il a du mal, donc il va commencer par rayer la voiture du grand patron du journal, et puis ensuite... il va essayer d'aller taguer sa maison. Bon, mais il n'a pas compris que l'autre avait des caméras de surveillance, donc il s'est fait prendre. Bon, jusqu'au moment où il va essayer d'aller tuer le type, mais il ne va même pas réussir, et il se retrouve tout seul dans la neige à prendre conscience de la vacuité de son existence, et qu'en fait, tout ce qu'il est en train de faire, c'est du temps et de l'énergie gaspillés, alors qu'il pourrait se réconcilier avec sa femme, qui entre-temps l'a dégagé de chez lui. Et donc, le film ne donne pas d'ailleurs véritablement une fin, c'est-à-dire qu'on voit le mari et la femme qui se retrouvent dans une voiture, au milieu d'une route, et ils sont ensemble, et on devine qu'ils vont réussir à se rabibocher d'une certaine manière. C'est pas mauvais. L'histoire est ultra consommée, il y a des moments où on rit un peu, parce que ce type est finalement un petit peu nunuche. Bon. Mais il y a des moments savoureux, et ça peut valoir le coup si on n'a jamais vu de film autrichien. Mais très honnêtement, l'histoire n'a rien d'original. Ça n'est pas non plus un film drôle, ça n'est pas un film dramatique, c'est un film gentil. Bon. Voilà. Et Gaston Lagaffe, tu l'as vu J'ai pas pu le voir. Gaston Lagaffe, c'est affligeant, en un mot. Voilà, c'est affligeant. C'est-à-dire, c'est comme souvent dans les remakes de bandes dessinées ou de séries enfantines, c'est très difficile de faire un bon film avec une bande dessinée. Chabat avait réussi avec Astérix Mission Cléopâtre. Oui, c'est très très difficile quand même. Oui. Là, c'est raté. Alors, c'est une succession. Il y a quand même certains acteurs. Il y a notamment Pef, vous savez, des Robin des Bois. Donc, au début, je me suis dit, bon, il peut y avoir un petit côté Robin des Bois avec un humour décalé, etc. Bon, c'est une accumulation de gaffes et surtout de gags un petit peu... ou même totalement idiot, c'est-à-dire j'ai transformé le siège en ressort, donc je m'assois dedans, je saute au plafond. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu âgé pour ce film, Maxime? Il faudrait que nous effectivement, ayons un vous avez critique raison. jeune. Je pense que au-delà de 8 ans et demi, effectivement, l'âge est atteint et qu'on ne peut plus rire, mais de gags éculés, c'est-à-dire que Gaston Lagaffe... Non mais la BD est savoureuse parce que Gaston Lagaffe, évidemment, a un côté gaffeur, mais il a un côté bon ami, inventeur, avec un esprit décalé. Mais là, ça se limite à, je vous dis, j'ai transformé à la place du siège, j'ai mis un ressort. Le type ne voit même pas que le siège est transformé en ressort, il s'assoit dessus. Et évidemment, au lieu d'avoir un ressort... Voilà, non, mais vous asseyez dans un ressort. Bon, le sort vous challenge un peu, ça peut être... Là, il saute dans le plafond. Évidemment, surprise, il explose le plafond. Mais il n'est pas très abîmé. C'est-à-dire que vous asseyez, vous finissez dans le plafond, normalement, vous allez mourir ou avoir des problèmes. Non, là, il a un petit bleu. Bon. Mais tout ça est complètement stupide. Insuffisant. Donc, on évite à tout prix. Gaston Lagaffe si on a plus de 8 ans et demi. Vous voulez parler de Gus Van Sant? Oui, Gus Van Sant qui revient avec un film. Alors, vous me pardonnez mon anglais que je pratique mal, et en plus le titre est très long, s'appelle Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Donc, je le dirai qu'une seule fois. Ne vous inquiétez pas, il n'ira pas plus loin. Et c'est une réplique qui est tirée du film, parce qu'à un moment donné, il est poursuivi dans le désert. Or, il est sur une petite voiture d'handicapés, et donc ceux qui le poursuivent disent, ne vous inquiétez pas, il n'ira pas plus loin. Voilà, pourquoi ce film est à ce titre-là? Parce qu'en fait, on raconte l'histoire de John Callahan, qui est inconnu en France, mais qui est un des caricaturistes les plus célèbres aux États-Unis, qui est mort en 2010. Donc Gus Van Sant appartient à cette catégorie de cinéastes qui est assez rare, qui est libre et anticonformiste. Libre par le choix des sujets qu'il propose et qui va affronter. Alors il y a une grande variété de sujets. Anticonformiste par le traitement qu'il leur impose. Même quand il fait la biographie, le biopic d'Harvey Milk, qui est cette icône de la cause gay aux États-Unis, qui est un sujet ô combien conformiste, ô combien bien pensant, et on ne peut que s'incliner devant la maestria de ce metteur en scène. C'est un vrai metteur en scène qui utilise les sons, qui utilise l'image, qui utilise le bruitage, qui enchevêtre tout ça pour essayer d'aller voir autre chose que le simple propos que le sujet veut bien dire. Et donc,
Là, il va Harvey Milk, qui était le combat collectif, là, ça va être dans ce film-là, c'est le combat d'un homme contre lui-même, contre son corps parce qu'il est tétraplégique et contre son esprit parce qu'il est alcoolique. Il est alcoolique. Exactement. Oui. Et justement, s'il va devenir dessinateur, c'est parce qu'il va découvrir que c'est plus pratique de crayonner et d'attraper un crayon que d'attraper une bouteille et de la boire. C'est à quoi tiennent les choses. Exactement. Alors le film... Le problème, c'est que tous les alcooliques n'ont pas ce don du dessin. Déjà. Et puis, il faut avoir l'esprit aussi. Justement, c'est assez sympathique dans le film, c'est qu'il met en scène, il anime en incrustant les dessins dans le film. Donc, on arrive, pour les néophytes que nous sommes, nous en France, parce qu'on ne le connaît pas, on comprend et on voit la subtilité, le cynisme de ces dessins. Oui, donc c'est vraiment un film à voir. C'est un film à voir. Alors, c'est un film, ça dépend. En général, Gus Van Sant fait quand même que des bons films. Ces derniers temps, il était un peu fatigué. Alors, il y a dans ces films, il y a ce qu'on dit mainstream, c'est-à-dire le grand public, et il y a l'expérimental. Là, on est plus proche de Will Hunting. Vous vous rappelez ce film avec Robin Williams et Matt Damon. On est plus là-dedans que dans l'expérimental, Elephant ou Last Day qui racontait les derniers jours de Kurt Cobain. Et la première heure surprend parce qu'il fait une narration qui est en puzzle. C'est-à-dire qu'il, sur un temps très court, il va faire des allers-retours temporels pour montrer les grandes phases de sa vie, pour se débarrasser de ça, et tout de suite se confronter et affronter ce corps à corps que Callahan va avoir avec lui-même. Mais malheureusement, justement, Gus Van Sant a perdu un peu de sa superbe, et ce qui faisait sa sève, à savoir la transgression et sa distance de regard, qui est formidable dans Elephant, qui narre la tuerie de Columbine, c'est son savoir-faire, c'est la distance de regard, il l'a un peu laissé au vestiaire, ce qui fait que son film ronronne, est un peu convenu, pas très transgressif, alors justement le sujet le lui permettait, par son héros, qui est un vrai cynique. Et donc voilà, après il y a des fulgurances parce que c'est un grand metteur en scène, comme cette scène, ce plan qui est tragicomique, on voit John Callahan qui se réveille, alors c'est pas au petit matin parce qu'il se réveille tard, va acheter sa bouteille de tequila et s'agenouille, s'accroupit derrière une bagnole pour la boire, mais honteusement. Et ce plan-là est assez formidable. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on retrouve Joaquin Phoenix qui joue John Callahan et Rooney Mara qui joue sa compagne, à savoir le duo dans Marie-Madeleine. Oui. Et là on voit quand même que Joaquin Phoenix est vachement plus à l'aise en tétraplégique, caricaturiste plutôt que dans Jésus. Commencez pas et beaucoup mieux dirigé. Marie-Madeleine. Non, mais on va continuer à taper. Ça signifie il est bien mieux dirigé. Oui, mais il est plus à l'aise et surtout bien mieux dirigé. Bon, vous me donnez envie de le voir, bien que ça ne soit pas transgressif, mais ça me va très bien. Je rappelle justement que... Il aurait fallu qu'il soit héroïnomane. Là, on aurait pu être... Oui, je conseille toujours, si vous n'avez pas vu, La Prière, qui est toujours sur les écrans et qui marche très bien, et Marie-Madeleine. J'ai reçu un message amusant qui correspond très bien à ce que je pensais. Je craignais Jésus un peu vieux, buriné, et là, Marie-Madeleine maigrichonne, Pierre africain, la Vierge, Judas. Les décors et la reconstitution de Jérusalem sont magnifiques. L'histoire vraisemblable, l'époque aussi. Une dame israélienne convertie le voit pour la 3e fois. Intéressant. Vous voyez, il y a des vertus pour un film qu'il faut voir. Et le film de Gus Van Sant a sûrement aussi des vertus pour montrer comment on peut vaincre une addiction. Parce qu'il a un talent et un regard, ce que n'a pas le réalisateur de Marie-Madeleine. Absolument. Recommencez pas, Arthur. Ah, si. Allez voir Marie-Madeleine. Merci beaucoup à tous les trois. Nous résumons. Donc, vous avez aimé... Aidez-moi. Vous avez aimé... tout moyen en fait finalement sur résumé. Tout moyen, sauf ma finale. Je vous conseille la finale doit être. La finale. Gus Van Sant est intéressant. Le Red Sparrow c'est un film d'espionnage qui se regarde. Voilà, il y a une belle promesse au début donc on est déçu, mais ça se regarde. Et puis la mort de Staline, c'est original. C'est pas ce qu'on attend non plus, mais c'est original et ça se regarde. Voilà, et nous avons évoqué aussi Le Collier Rouge. Mais qu'on peut éviter. Et le film autrichien de notre ami La Tête à l'envers. Et qui n'est pas mauvais non plus. Voilà. Ce n'est pas un grand film. Et puis, il faut parler aussi d'une campagne qui commence, pétition qui commence sur un film, mais nous en reparlerons peut-être. Vous allez sur le site Pro Europea Christiania, parce qu'il y a un réalisateur qui s'amuse à vouloir faire un film sur Marie, lesbienne, comme dirait Maxime, qui se fait une PMA, enfin, du lourd. Du lourd dans la grossièreté et dans la transgression, comme dirait Arthur. Donc, si vous voulez... c'est pas la transgression, ça. Si vous voulez aller... Si, pour moi, c'en est. C'est du blasphème. Si vous allez... Oui, le blasphème... C'est tout à fait quand même un petit peu différent. C'est pas pareil. Et moi...
juste mon avis, qu'il fasse ce film-là, je ne vais jamais lui faire une pétition pour l'interdire qu'il le fasse. Oui, sauf que c'est un petit peu... il vient des pays orientaux, mais après, et on se permettrait après, le quart. On va pas le voir, c'est tout. Le quart de ce que... Oui, oui, mais on va en discuter, on va préparer le sujet. Avec plaisir. Et Absolument. on va en discuter. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, chers amis de TV Liberté. À très vite. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique art, nous avons voulu honorer un grand sculpteur. Bonjour Boris Lejeune. Bonjour Anne. Boris Lejeune nous a offert beaucoup de très belles statues. La dernière en date est une statue de Jeanne d'Arc qui lui a été demandée et qui a été érigée dans la clairière de Bermont, donc tout près de Domrémy, clairière où Jeanne priait et a eu ses apparitions. Et chers amis de TV Liberté, il faut que vous sachiez qu'il y aura une autre statue de Jeanne d'Arc qui va être installée à Saint-Pétersbourg. Le projet vient d'être accepté. Il sera placé dans un cadre merveilleux. Et pourquoi, Boris Lejeune, Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg? Mais c'est aussi une histoire assez étrange qui a commencé simplement. Le directeur du centre de Moscou, centre culturel et spirituel étranger russe, fondé par Solzhenitsyn, le directeur qui s'appelle Victor Moskvin, il était dans mon atelier. Ça, c'est un musée qui réunit les œuvres d'artistes russes vivant à l'étranger. C'est ça? Une partie des activités de ce centre. Une partie. Sinon, Okay. ce centre gère toute l'immigration russe dans le monde. Ah, toute l'immigration russe. Toute l'immigration dans tous les pays du monde. Vaste sujet, oui. C'est un immense centre qui est tout un quartier à Moscou. Oui. Et c'est Solzhenitsyn Qui est à l'origine de ça. Qui était à l'origine de ça. Il a aidé beaucoup. Voilà, bon, il y avait d'autres. Donc le directeur est un... Le directeur, il était dans mon atelier, il a vu Jeanne d'Arc, le petit modèle. Là, Oui. Et il était admiratif. Et il a proposé, est-ce que je ne peux pas faire un bronze pour son centre. Bon, j'étais touché par cette proposition. Et j'ai vu pratiquement dans quelques jours après le prince Sixte Henri Bourbon-Parma. J'ai raconté cette histoire. Et le prince, avec son grandeur royale, il dit, ben non, il ne faut pas faire petite. Il faut faire grand sculpture, grand Jeanne d'Arc, et mettre dans les rues de la ville russe. J'étais assez... Oui, après, moi j'aime bien des idées folles comme ça. Il n'y a que les idées folles qui sont sages. Oui, donc j'ai parlé autour de... Bon, j'étais membre déjà de l'association universelle des amis de Jeanne d'Arc, membre de bureau. Après que j'ai réalisé la statue de Jeanne d'Arc, on m'a proposé de rentrer dans le bureau de cette association que j'ai fait. Et je parlais de cette proposition. Et tout le monde a été enthousiaste. Tous les bureaux étaient enthousiastes. Et donc, je ne vais pas raconter tout. Finalement, nous étions invités chez l'ambassadeur Orlov, qui a s'enflammé de cette idée. Grand personnage. Oui, très. Avec une très grande culture. Grand russe, oui. Il a montré les photos de Jeanne de Bermont à Poutine, qui était à passage à Paris, qui a approuvé cette idée. Après, Sixte Henri Bourbon-Parma, il a écrit la lettre avec Philippe de Villiers, signée aussi par Philippe de Villiers, au président de Douma de l'époque, Sergei Naryshkin, qui a aussi été enthousiaste. Et voilà, et Jeanne... Et c'est parti comme ça. Après ça, il avait une proposition d'un lieu, ça n'a pas marché. Après, un autre
finalement, là, actuellement, la ville de Saint-Pétersbourg proposait et acceptait notre projet pour un lieu dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, à côté d'une ancienne caserne de garde impériale. Oui. De garde impériale, donc un très bel bâtiment, comme Oui, ça. La place est magnifique. Siècle, la place est magnifique. à côté d'une école dite française, où on apprend le français plus profondément. Et en principe, Jeanne... en principe, elle devrait, je pense, d'être... La sculpture est faite déjà. Jeanne vivra aussi à Saint-Pétersbourg, qui est un événement extraordinaire, parce que ce sera la première sainte catholique se retrouvant au milieu orthodoxe. Mais il faut dire que, par exemple, il y avait un homme religieux, un penseur chrétien, un publiciste, Nikita Struve, qui a pensé que Jeanne peut être vénérée aussi par les orthodoxes. Parce que sa courte vie, elle était avant le schisme définitif, après le Concile de Florence. Définitive, disons, entre deux mondes de chrétienté. Et, je trouve que par les temps qui courent, où tant d'imbécilités sont dites sur la Russie et l'Europe, mais vraiment des imbécilités, et je reste bien élevée, parce que je suis à la télévision, mais j'aurais envie d'employer d'autres mots, je trouve que c'est un merveilleux signe que votre statue, Boris le Jeune, à Saint-Pétersbourg. Mais il faut aussi dire que beaucoup de courage, ils ont mes camarades de notre association qui s'appliquent, qui, malgré toutes les difficultés, infailliblement s'appliquent à réaliser ce projet. Qui, pour les Français, en fond, comme je peux citer des noms, mais c'est aussi, il faut rendre hommage aux Français simples, quoi, qui veulent qu'il y aura la paix entre la Russie, la France, qui est le même monde au fond, de la même racine. Bien sûr, et la même religion, et le même regard vers le ciel. Bien évidemment, nous sommes infiniment proches, c'est une évidence. Et aujourd'hui, nous célébrons un autre événement immense à venir. C'est l'érection d'une statue, d'un immense monument à Orange en mémoire des victimes de la terreur. Et c'est l'un des premiers monuments artistiques de ce type et à la mémoire des victimes de la terreur. Il est symptomatique que ce soit un sculpteur d'origine russe dont le pays a subi lui aussi une très grande terreur, terreur élève de la nôtre, puisque la révolution soviétique était une élève de la révolution française. Mais peut-être d'abord Jeanne d'Arc, et vous allez voir à l'antenne, à l'écran, cette très belle statue, et comment vous est venue cette commande et ce bonheur évident de créer cette Jeanne d'Arc. En 2012, il avait 600 ans de sa naissance, de naissance de notre héroïne et très grande sainte. Et il était fondé une association avec Jeanne, présidée par Guillaume de Thénoirne, qui connaissait mon travail et m'a demandé si j'aurais l'intérêt de réaliser une statue de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je connais son histoire. J'ai étudié encore à l'Union soviétique, dans l'école. Aussi, j'ai connu Jeanne d'Arc par mon épouse,
qui est très grand admirateur de Jeanne d'Arc. Et qui elle est française? Et qui est française. Et ça m'a intéressé énormément, évidemment. Tout de suite, là, j'ai dit oui. J'ai commencé à travailler. Et après, j'ai fait un petit modèle de Jeanne d'Arc. Au début, je pensais faire Jeanne d'Arc sacrificielle, Jeanne d'Arc au bûcher. Oui. Mais après, j'ai changé d'avis en pensant que dans notre époque, c'est mieux quand même Jeanne d'Arc combattant, menant les hommes à la victoire, plutôt que... Merci Boris, je vous suis reconnaissante parce que nous avons besoin d'espoir. Et en cherchant les places pour ma statue, nous visitions avec l'abbé Guillaume de Tenoirne Ermitage de Birmont, 3 km de Domremy, où, comme tu dis, elle est allée prier, s'incliner dans une petite chapelle qui restait intacte de l'époque. Avec une fresque. Avec une fresque. Avec une fresque à l'intérieur, son voilà. portrait. C'est un portrait qui extrêmement émouvant. Qui était fait probablement immédiatement après sa mort. Et j'étais ébloui par le lieu. Oui, il est. Telle pureté, enfin, il y a une sainteté dedans. Et donc, on commençait à faire la grande sculpture pour ce lieu qui était érigé dans l'été 2013. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette Jeanne et dans les sculptures antérieures et ultérieures, c'est que vous avez une manière de présenter vos personnages, vos femmes, et bien souvent des anges, les bras levés vers le ciel. Et on a l'impression que vous cherchez à créer ce lien entre la terre et le ciel. Vous avez sculpté un ange qui est dans une vigne dans le Bordelais, dans les vignes de Romanée-Conti. Et c'est toujours ces femmes, ces anges qui dressent leurs bras vers le ciel, à la fois en louange, à la fois en supplication. Et vos religieuses d'Orange, ces religieuses guillotinées, 32 religieuses guillotinées en 1794, ont encore ce geste extraordinaire. Qu'est-ce qui vous est... Pourquoi est-ce que vous sculptez très souvent Je vais vous dire un secret comment ça arrivé là. J'ai vu la reproduction d'une fresque byzantine où dans cette fresque représentait Saint-Madeleine allant vers le Christ sur la croix avec les bras levés. Marie-Madeleine, oui, souvent. C'est souvent une reproduction de Marie-Madeleine. Oui. Ouais. Et j'étais frappé par l'expression, il faut ce mouvement comme ça vers Christ, vers le ciel, évidemment. Et comme ça, et il se croit. Et donc, je commençais à faire comme ça Marie-Madeleine. Sculpture Marie-Madeleine. Et quand on m'a commandé donc Jeanne d'Arc, je réfléchissais. Et après, tout d'un coup, j'ai vu que finalement, ma Jeanne d'Arc, elle devrait être aussi comme ça. Elle peut être comme j'ai imaginé Marie-Madeleine. Et donc, et finalement, au fil du temps, par le destin, on peut dire, je travaille une série de femmes. Parce que Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc, ces religieuses, c'est des femmes qui relient la terre et le ciel. Et qui sont, disons, de même trempe, si on peut dire, de même race. C'est leur rôle
de relier le terre et la terre au ciel? Oui, je suppose, en commençant par Vierge Marie. En commençant par la Vierge Marie. Ouais. Oui, il faudrait que quelqu'un vous demande de sculpter une Vierge Marie. Une prochaine sculpture. Alors, la mairie d'Orange a eu cette excellente idée de vous demander cette sculpture. Que s'est-il passé à Orange? Ils ont voulu célébrer l'anniversaire de la mort de ces religieuses. J'ai eu un message par Internet. Est-ce que je suis intéressé de participer au concours pour mémoriser cet événement? Évidemment, j'étais frappé que c'est encore, on peut faire quelque chose comme ça. Oui, déjà miracle. Oui, déjà. Et j'ai immédiatement répondu que bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai donné mon numéro de téléphone. Et le responsable de communication de la ville d'Orange, Elisa Bureau, m'a appelé en expliquant l'idée de faire ce monument, de pourquoi, etc. Et en disant que si je suis d'accord, je vais recevoir une lettre officielle de la mairie, que finalement a été fait. Il fallait faire assez vite, d'ailleurs, le projet. Le projet, j'étais abandonné, on n'est pas parti pour les vacances, j'ai travaillé tout l'été. Madeleine a encore accepté ce sacrifice. Vous avez une femme parfaite. Oui, alors, que s'est-il passé à Orange et à Bolène? Parce qu'en fait, le martyre a eu lieu sur deux lieux. Enfin, la vie des religieuses. La plupart des religieuses venaient de Bolène. De Bolène, la plupart, la grande majorité. D'ailleurs, ce monastère de Saint-Sacrement existe toujours. Il est toujours... Et donc, on appelle de bienheureuses d'Orange, mais au fond, plutôt, il faut le dire, de bienheureuses de Bolène. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'un prêtre, l'abbé Méritant, qui était archiprêtre d'Orange, il est mort en 1949, a raconté cette histoire dans un livre que l'on trouve encore d'occasion. Il faudrait peut-être qu'il soit réédité. Elle était édité en 1925. Et il commence ainsi, il écrit magnifiquement. Ainsi, le vent violent et fou qui balaya la France à la fin du XVIIIe siècle emporta dans le plus furieux des tourbillons, parmi les institutions séculaires, les traditions nationales, les cadres monarchiques, d'humbles existences vouées au service de Dieu et au soulagement des pauvres. Et vous écrivez vous-même cette très belle phrase, Boris, « C'est ce vent de tempête qui fait onduler les vêtements des saintes femmes, simultanément leurs habits, comme des ailes, les élève au ciel. » Absolument, absolument, parce qu'au début, tu as dit... tu parlais de mes anges. Mais au fond, dernières années, j'ai fait que des anges. Parce que Jeanne d'Arc, c'est un ange. Bien sûr. C'est un ange. Bien sûr. Et quand le commanditaire, disons, Alain Olivier, président de l'association de Notre-Dame de Birmont, il a vu ma modèle et il dit « Ah, mais vous avez fait un ange. » C'est juste, au fond. Et là, de mes bienheureuses, c'est aussi des anges. Ils ont devenu comme des anges. Ils ont devenu, et d'ailleurs, il y a un intéressant moment avec une des plus jeunes religieuses qui s'appelait Saint-Ange. Et cette religieuse, elle a eu une immense beauté. Et le bourreau
Tu veux raconter, tu peux raconter. Non, 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 vas-y. Non, non, vas-y. Et le bourreau, il était tellement impressionné, comme tous les autres, de sa beauté. Il a dit, épouse-moi et tu auras la vie sauve. Et elle répond, fais ton métier. Moi, ce soir, je vais souper avec les anges. Donc, oui, on est dans un autre univers. On est dans un autre univers. C'est d'ailleurs très émouvant d'évoquer ce sacrifice, ce martyre des religieuses, parce qu'on ne peut s'empêcher de penser au martyr d'Arnaud Beltrame à Trèbes. Il faut expliquer cette sculpture parce que elle a une signification absolument magnifique. Vous écrivez le meurtre cède la place à l'apothéose de la foi. Ça, au fond, c'est le sujet, l'axe de ma sculpture. Parce que quand j'ai imaginé qu'est-ce que je vais le faire, je pensais il faut que je fasse une guillotine et ces martyrs vont vers la guillotine. Je réfléchissais ça. Mais j'avais tout de suite pensé que c'est l'ange qui va les accueillir. Ou à côté de guillotine, je ne savais pas comment. Mais en réfléchissant comme ça, je me dis, mais non, je ne peux pas ériger quand même une guillotine au milieu de la ville, qui devrait être à peu près 3 mètres de hauteur. C'est impensable. Et ma guillotine, elle est devenue la porte de ciel, au fond. Une espèce d'arcade qui reprend l'espace géographique. Oui, puis la porte représente l'espace géographique en fait d'une guillotine, mais stylisée. Enfin, oui, donc guillotine est devenue la porte du ciel. Comme voyez ces moniales, vous voyez comme ça que eux ils vont directement par ça. Bien sûr. Par cet acte, par cette torture. Et du haut de cette porte, un ange descend vers elle pour les accueillir. Pour les accueillir avec, et lui aussi, les bras tendus. Les bras tendus et avec une branche de palmier qui est le symbole du martyr. Alors, voilà. Il faut... un mouvement extraordinaire. Tout est toujours en mouvement. Dans vos sculptures. Comment expliquez-vous cela? On est toujours en train de marcher, en train de courir. Oui, mais... Et vous savez que ça déclenche chez le spectateur l'envie de partir aussi, l'envie Oui, parce que la sculpture, au fond, c'est un art qui exprime le temps. Et le temps qui est comme un instant qui dure. La sculpture, elle exprime l'éternité, en vrai. C'est ça son rôle d'origine. C'est pour ça la sculpture, elle est prête à recevoir le corps de Dieu, comme c'était chez les Grecs, les Égyptiens, dans l'art gothique. Voilà. Et là, il faut traiter le mouvement qui a commencé, mais qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est tout un problème, parce que si vous représentez, par exemple, un coureur qui court d'un point à un autre, et vous voyez que voilà, il est déjà arrivé là, ce sera caricatural. Ce sera comme la sculpture qui court de son pied, qui part et qui laisse son piédestal. C'est comme dans la sculpture égyptienne, quand vous regardez les marchands, comment ils marchent, les personnages, c'est le mouvement qui n'arrête pas. C'est toute une difficulté de faire ça, au fond. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de représenter. Et que vous réussissez très bien. Merci.
Alors, parmi ces religieuses, parmi ces 32 religieuses, en fait, il y a eu 32 religieuses assassinées, mais il y en avait 50. Ouais. Et 20 ont été épargnés parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le brave Robespierre est passé lui aussi sous la guillotine. Ouais, et après, tout s'arrêtait. Juste châtiment. Purification. Alors, chez ces jeunes religieuses, parmi ces jeunes religieuses, l'une d'entre elles était une poétesse et elle écrivait. Ouais. Et elle a laissé des textes absolument magnifiques. Ouais. Et votre statue a un piédestal. Et sur ce piédestal, il y aura inscrit le nom des religieuses, le nom de toutes les religieuses, et ces vers « Qui te craint, ô guillotine, à mon avis, à grand tort. Si tu nous fais grise mine, tu nous conduis à bon port. Si tu nous parais cruel, c'est pour notre vrai bonheur, une couronne éternelle. » Ouais. Là, on est dans un domaine... Alors, c'est cette sœur qui s'appelait Théotiste. Parlez-nous de sœur Théotiste. Mais qu'est-ce qui aussi singularise cet événement orange, que parmi les martyrs, il y avait une poétesse. Et véritable poétesse, grande poétesse, oui. Qui a, à chaque événement dans son monastère, elle a écrivé des vers, plus ou moins grands. Elle a eu aussi une très belle voix, et elle a chanté ses poèmes, ses chansons. Et donc, elle a chanté tellement bien que ses éoliers le demandaient de chanter tout le temps. Il admirait son chant. Et pendant ce séjour dans la prison, elle a écrit cette fameux poème « Ode à la guillotine », qui a été transmise après par une des sœurs, qui a tout retranscrit, qui est restée en vie, évidemment, moindre détail de leur vie. Et cette sœur Saint-Théotiste a écrit ce poème grandiose. Si j'étais, disons, un ministre de l'Éducation nationale, j'obligerais de tous les élèves à apprendre par cœur cette ode à guillotine. Parce que c'est un exemple de... Vous savez, la dissidence Solzhenitsyn, la dissidence Sakharov, le discours, c'était la conscience, le droit au voir et à croire à sa façon. Hein, cette façon de voir du monde et avoir une espèce de courage, un courage de résister à l'influence tyrannique de différentes natures. Et cette sorte saint-théotiste, avec ses sœurs, ils étaient les premières lutteurs pour la liberté de conscience, la liberté de croire. La liberté de croire, et puis... Et son ode, cette ode à la guillotine, c'est ode aussi à la liberté de conscience. Oui, j'ai envie de dire que ça va même beaucoup plus loin, puisque vous dites, très très beau, que leur acte, c'est un fiat divin, j'accepte, oui. Et c'est... alors, je vais lire encore un texte que vous citez de sœur Théotiste dans la revue Catholica. Quel auguste poteau dressé pour mon supplice, l'amour est le marteau qui frappe sans pitié. Personne n'aura de moitié à mon généreux sacrifice. Les traits de mon vainqueur me laissent aux abois. Je suis enfin réduite à l'agonie. Heureuse mort qui finit sur la croix
c'est là que je trouve la vie. Et vous ajoutez, Boris Lejeune, une phrase étrangement paradoxale arrête notre attention. L'amour est le marteau qui frappe sans pitié. Selon notre conception actuelle, l'amour est associé à des émotions positives, il apporte plaisir et joie de l'existence. Mais ici, des coups douloureux résonnent en nous et nous nous souvenons de l'amour souffrance. Malgré nous, la douleur de la crucifixion surgit devant nos yeux. Et pour la sœur poète, l'amour est sacrificiel. Ce n'est pas le désir commun d'un amour personnel, c'est l'amour pour les autres. Je donne ma vie pour le Christ. Ah oui, tout ça, c'est leur façon de voir, profonde, véritable, évidemment. Et c'est pour garder ça, il fallait dire 2 mots dans cette fameuse... tout ce qu'on a demandé de donner allégeance, liberté, égalité. Il fallait dire 2 mots. C'est rien. Pour un homme contemporain maintenant, 99% c'est la même chose, dira 100 mots, sans aucune hésitation. Mais c'est la même chose. Il faut continuer à dire liberté, égalité, fraternité. Non. Sinon, on vous tue. La fraternité est merveilleuse. Oui, pour eux, c'est... Et cette courage inouï, parce qu'au fond, dans leur vision, immense vision, il y a un certain amour, un amour comme un marteau, parce que on pense au clou qui rentre dans le corps du Christ, des suppliciés. On pense à ça, au fond. Mais... Pour eux, l'amour, c'est le sacrifice pour l'autre. Voilà la vision. Et lire son poème, c'est toute une vision, toute une éthique immense qui est rédigée dans les vers extrêmement limpides, qui coulent comme ça, là, avec une simplicité avec une grande incroyable, simplicité, d'une précision. Mais c'est tout un codex. Et elle sait qu'elle pourrait avoir peur. Elle écrit la guillotine inquiète l'esprit faible, un faible cœur. Je peux craindre sa toilette. Sa faim ne me fait pas peur. Il y a l'amour aussi. C'est une femme. Voilà. Cette toilette, ça ne vient pas d'un esprit d'un homme. Les toilettes comme ça. Pour elle, c'est une toilette. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Si la voix elle est lucide, elle pense qu'elle pourrait avoir peur. Si la voix de la nature me parlait un peu trop fort, si l'aspect de la torture me faisait craindre la mort. Vous avez raison, il nous faut un ministère de l'Éducation nationale et faire apprendre ce poème à tous les enfants. C'est une très très belle vision. C'est un poème qui parle de liberté, au fond. De liberté absolue. Et de courage. La liberté et le courage. C'est ça. Le mot liberté est tellement galvaudé, si vous voulez, que j'ai du mal à le supporter maintenant. Je pense que le mot que vous dites... C'est le véritable. Oui, mais c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour divin qui l'a fait agir. C'est quand même plus... Oui, c'est une liberté... parce que sinon... D'être... avec Dieu. Oui, la liberté d'être avec Dieu. Voilà, la liberté. Vous avez toujours des expressions. Vous citez Pascal, je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Boris Lejeune, de faire pour ces religieuses d'Orange ce que Bernanos a fait pour les carmélites de Compiègne, c'est-à-dire une œuvre qui restera éternelle? Je ne peux pas me comparer à ce grand écrivain. J'espère faire quelque chose digne, comme je peux. Je fais tout pour
pour que ça sera... Pour que ça parle, disons. J'espère que les gens vont voir. J'espère de réaliser quelque chose qui est tout petit peu au niveau de ces héroïnes. Qui est un grand, qui est tout à fait. Donc, quand la statue sera sur le point d'être inaugurée, je peux vous dire, chers amis de TV Liberté, que j'ai vu la statue dans son atelier, dans votre atelier, et que j'en ai conçu un grand sentiment de bonheur et d'admiration. Quand la statue sera inaugurée, cher Boris, vous reviendrez et nous inviterons les téléspectateurs à s'arrêter à Orange. Et en attendant, ils peuvent aller à Don Rémy donc à Bermond, dans cette clairière extraordinaire, et qu'on a l'impression que Jeanne d'Arc vient de la quitter. Rien n'a bougé. De grands arbres immenses qui n'ont pas été coupés sont peut-être ceux de ceux que Jeanne d'Arc a vus. Il y a de son époque. Oui. Oui. Et sinon, eh bien, ils tapent sur Internet le nom de Boris le Jeune et ils auront ce choc de découvrir cette très belle œuvre. Mais encore une fois, je pense que vous aurez eu, grâce à Solange qui réalise l'émission, une très belle vision de votre œuvre. Merci beaucoup, Boris le Jeune. Merci, Sharon. Pour cette très belle œuvre. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de TV Liberté.